Donc je crois qu'on a eu là, avec toute cette journée, un ensemble assez, je vais dire, homogène par certains côtés. Et je vous propose, si vous voulez, pour là, je crois, trois quarts d'heure à peu près, si vous voulez, poser des questions aux intervenants de manière à pouvoir compléter leurs interventions. Je vais vous donner des micros. Est-ce ceux qui veulent? Tous là. Tous là. Jean-Michel. Oui, Manuel, je pense qu'il y a une erreur dans le titre de ton intervention. J'attends Parce la que blague. les enfants dont tu parles, c'est des enfants sans langue, Oui, mais ils ne sont pas sans langage. j'ai marqué sans langue, moi. Donc c'est nous qui avons dû faire une erreur, je pense. Ah oui. Tu as marqué sans langue. Oui. Et ben voilà, nous on a fait une erreur, on avait marqué sans langage. Eh ben moi j'ai Et entendu en- sans langue, et en je fait- vous ai compris. C'est incroyable les trésors de langage qu'il développe avec toi. Oui. Et ça m'a fait penser immédiatement à une thérapeute des psychoses qui s'appelle Gisela Pankov, Ouais. Pankov, qui était extraordinaire, qui travaillait avec des psychotiques sans langue, avec de la pâte à modeler. Et moi, je propose, suite à ce que tu racontais sur Géraldine, qu'on t'appelle plutôt le thérapeute à modeler. Hein, parce que vraiment, elle t'utilise Malléable. comme un matériau qui va ensuite, peu à peu, devenir signifiant. Donc ça, c'est vraiment grâce au thérapeute, l'accès au symbolique, puis ensuite aux signes. Merci. Moi, je me suis Catherine Vella, toujours. C'était plutôt pour Martine, parce que ça m'a fait penser, enfin, j'ai été contactée, donc j'habite dans le 93, je précise, et on a une association dans le 93 qui s'appelle Demain pour s'entendre, et donc on commence à être un petit peu connus, et voilà. Et j'ai été contactée par des enseignants de classe allophones, qui m'ont dit récemment, là, ben voilà, on voudrait vous rencontrer parce qu'il y a deux familles qui viennent d'arriver, donc de pays différents, hein, rien à... Enfin, voilà. Et les parents, en arrivant, n'ont pas dit, n'ont rien dit, enfin, n'ont rien exprimé. Au final, l'enseignant s'est rendu compte que les enfants étaient sourds. Et donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, là, ça fait un écho énorme en disant, les parents, en arrivant, ont inscrit leurs enfants dans cette classe d'allophones, sans rien dire de la sourdité. Et l'enseignant, là, depuis 3 mois, je peux rien faire avec eux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, elle nous contacte et on va les rencontrer. Et je pense que je vais vous les envoyer. Je pense que, voilà, je vais leur donner votre adresse. Enfin, et les parents n'ont rien exprimé sur ça. Ils ont absolument caché. Ils ont rien... Enfin, je ne sais pas s'ils ont caché ou s'ils n'ont pas pu dire. Enfin, voilà, quoi. Et pour moi, c'est assez... ça a vraiment fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc l'hypothèse, ce serait quand même la honte autour de la surdité. Moi, mon hypothèse, c'était la honte autour de la culture d'origine. Et puis, il y en a une autre, c'est que ça peut se cumuler. Et que c'était ça qui se passait pour cette famille. C'est que des tas de choses que je ne savais pas dans leur vie, tout d'un coup, prenaient comme, je ne sais pas, comme se concentraient autour de la surdité de l'enfant. Et en soi, c'est pas l'enfant qui est en jeu là à ce moment-là, c'est l'effet que ça a sur eux. L'enfant, elle n'en sait rien. Elle se retrouve un beau matin chez le docteur. Elle voit ses parents pas bien, effondrés. Après, il y a un accident, elle est dedans. Personne lui en parle. Enfin bon, je veux dire, c'est juste une histoire, un ensemble de choses, une succession de choses qui sont terribles. Et je ne sais pas. Nous, à l'UTES, on voit pas mal de familles migrantes venues ici. Alors évidemment, c'est pas pareil si on est venu ici de son plein gré, d'accord, entre guillemets, ou pour des raisons économiques, ou parce qu'il y avait un drame dans le pays d'origine, ou parce qu'on est réfugié, ou parce qu'on a fui la guerre en Libye. C'est évidemment pas pareil.
Mais quoi qu'il en soit, quand on a un enfant sourd, il arrive ici au milieu de ce qu'on peut, quoi. Tant dans la famille que dans le pays d'accueil. Quand l'enfant sourd, il arrive ici, à la fois avec sa famille dans le meilleur des cas, parce que nous, on a vu des jeunes arriver à Lutèce. Dans le dernier convoi, entre guillemets, de la Croix-Rouge en Libye, arriver ici, seuls, grands ados, plus de parents, maison explosée, plus de parents, plus de petites sœurs, sourds tous les deux, jamais été scolarisés, etc., etc. Bon, ben voilà, hein. Débrouillez-vous. Ça, c'est des cas, évidemment, très dramatiques. Mais il y a des tas de situations où les parents sont d'une autre culture et où ils ne nous disent pas spontanément, évidemment, ils sont sous le coup de l'annonce en général, ils ne nous disent pas ce que ça veut dire une surdité dans leur histoire à eux, et dans leur famille, et dans leur village, et dans leur ville, et dans leur pays, et dans leur langue, etc. Donc, il y a tout moi je sais pas, une visite à faire avec eux, une approche pour qu'ils aient moins peur. Voilà, c'est bête, mais je ne sais pas comment dire autrement. Des questions dans la salle? Là-bas, si tu veux bien, Marina, un peu plus haut. Madame Courchinou, Françoise Courchinou voudrait poser une question. Oui, merci beaucoup, parce que votre intervention sur l'intergénérationnel me paraît fondamentale. Je crois que quand vous recevez la grand-mère avec votre sabir, enfin, dont déjà la mère le parle, mais vous allez vous mêler à ça et permettre en fait que cette mère puisse accepter. Il n'est pas bien le micro. Comme ça. Bon. C'est mieux comme ça? Oh, bah alors. Bon, je crois que le fait que dans le transfert, vous allez incarner une forme pour la mère déjà, parce que vous allez être contenante pour la mère. Contenante pour la mère qui va devenir plus contenante pour sa fille. Vous allez être une espèce de grand-mère qui accepte à la fois que ces gens-là, cette famille, est émigrée et changé de culture, sont en train de changer de culture. Et ça va amener une forme de paix. De paix, et ça va permettre de progresser. Je crois que ce rôle-là a été fondamental. Voilà, je parle du transfert. Hein. Et je pense aussi que très souvent, on est très utile quand on ne comprend rien. Je crois qu'un thérapeute, un psychanalyste a vraiment à avoir en tête qu'il n'est pas censé tout comprendre. L'autre nous prête cela, c'est un prêt gratuit et bon, qui peut nous coûter cher si on tombe dans le panneau, hein, et à eux encore plus. Voilà, je vous remercie infiniment de votre contribution. Je trouve que c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il est important d'en n'en rien comprendre pendant un certain temps, et puis petit à petit d'en comprendre quelque chose. Et je suis frappée, moi, dans les thérapies d'adultes sourds, combien cette dimension-là n'est pas toujours facile à faire comprendre de la part de la personne sourde. Parce qu'on est dans le « mais vous comprenez, et la nécessité qu'on comprenne tout. Alors qu'effectivement, l'écoute flottante, qu'effectivement, de ne pas en comprendre tout, c'est nécessaire pour pouvoir être disponible pour autre chose. Et je pense que c'est un élément important à vraiment travailler dans les thérapies d'enfants sourds et d'adultes sourds. À vrai dire, maintenant qu'on en parle, non seulement
je ne comprenais pas tout, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en plus à double titre. D'abord parce que quand quelqu'un vous parle une langue que vous ne comprenez pas, c'est pour ça que j'ai pas pris le bambara ou je sais pas quoi, parce que vous m'auriez traité de folle. Je veux dire, laisser parler quelqu'un pendant un entretien en bambara quand on n'en comprend pas un mot, probablement, je m'y serais prêtée autrement. Là, le portugais, je le comprenais pas, mais il y avait des choses qui me parlaient probablement, mais pas linguistiquement. Enfin, pas du point de vue de la langue orale. Mais par contre, il y avait tout un tas de trucs qui étaient très compréhensibles. Il y avait l'intention linguistique, il y avait langagière, il y avait l'intention de cette dame. Après, on en fait ce qu'on peut. Donc, il y avait deux niveaux. Il y avait comprendre la langue et comprendre sa psyché et son fonctionnement psychique. Parce que inconsciemment, là, je pédalais complètement. J'avais aucune idée de ce qui allait venir en chapelet après. Par contre, je me disais bien que se fracasser contre un arbre quand on vient d'apprendre un diagnostic, je ne l'avais pas vu souvent quand même. Donc, voilà. Il y avait deux niveaux. Oui, si, pour dire un mot, je crois qu'une des difficultés pour les professionnels entendants, et un peu quelle que soit leur spécialité, peu importe, c'est qu'on finit par être obsédé par le signifié et ça nous fait passer à côté du signifiant. C'est-à-dire qu'on peut le reprendre dans les termes de Bernard Gols du côté de la communication analogique, la communication digitale. Évidemment que ce n'est pas la même chose. Évidemment qu'il y a un moment où il faut donner des informations. Évidemment qu'on ne peut pas se contenter pendant des années d'écouter quelqu'un auquel on ne comprend rien. Et voilà, ça c'est autre chose. Hein. Mais voilà, la communication humaine, c'est à la fois des messages avec des signifiés tout à fait définis, etc. Et puis il y a ce qu'on en entend. Et on n'entend pas tous la même chose, même quand on a des bonnes oreilles. Hein, entendre. D'ailleurs, si vous regardez, moi j'ai repris récemment des manuels d'anatomie, vous savez, avec l'oreille interne, moyenne, les ORL qui sourient. Voilà. Mais entendre, c'est où? Oreille externe, oreille moyenne, oreille interne, voix auditive. Ah, les oreilles ont des voix maintenant. Bah oui. Mais c'est où entendre? Ouïr, je sais, à peu près. Entendre, c'est quoi? La projection corticale? Où est-ce qu'on le localiserait? Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'utilise plus ce vieux terme ouïr. Et on dit sauf de Vos, hein, loi de Louis Wattel, voilà, sauf que c'est incompréhensible, en dehors du spectacle. Pardon. Loi. Louis. C'est du. Bah c'est voilà. C'est ça, voilà. C'est ça la communication. C'est ça la communication. Hein, et à la fin, il finit son sketch avec le verbe ouïr, donc il dit jouit, et il conclut, il n'y a vraiment pas de quoi. Voilà. C'est-à-dire que la communication humaine, c'est ça, c'est des informations objectives d'une part, et d'autre part, c'est le fait qu'on n'est pas tous faits du même bois, et que les choses se passent différemment pour tout un chacun. Alors après, rester des années, comme on voit des enfants qui sont allés chez le psychologue 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné, quand il a fini, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait fini, donc il repartait. Là, en gros, il ne s'est rien passé. Hein. Donc voilà, il ne faut pas tout mélanger non plus, mais la fonction, les aspects analogiques sont tout à fait indispensables et font partie de l'humanité de la communication humaine. Hein, autrement, mon lavabo et ma baignoire communiquent. C'est connu, on appelle ça les vases communicants. Mais la communication humaine, c'est un peu autre chose. Vous avez évoqué tout à l'heure, au sujet, je crois, de la jeune fille, l'ambivalence parentale. C'est-à-dire quand la mère disait il faut qu'elle parle, et en même temps, elle lui filait la tétine dans la bouche. Je crois que cette ambivalence, je me suis occupée un petit peu de parents d'enfants sourds. Cette ambivalence parentale, je l'ai rencontrée souvent. Ils sont à la fois terrorisés et très bouleversés parce que cet enfant est sourd et que quelquefois il ne parlera pas, et en même temps terrorisés comme s'ils étaient terrorisés par ce qu'ils pourraient un jour dire. Je pense que de toute façon, les parents connaissent ça même sans enfants sourds. Hein,
taisez-vous, c'est ce qu'on dit aux enfants, de toute façon, clairement. Mais cette ambivalence parentale, je me demande s'il y a des gens, merci, là j'ai une bonne mère, je pense que, je me demandais s'il y avait des gens, des structures pour prendre ses parents en détresse en charge. Voilà, c'était ma question. Alors par rapport à ce jeune, nous avions mis en place un dispositif avec un accompagnement des parents et nous avions proposé qu'en parallèle à la thérapie, il y ait des entretiens des parents avec la personne qui m'avait adressé cet enfant. Ça n'a pas été possible. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, 2 rendez-vous. Et puis ça s'est arrêté. Et ensuite, dans l'hôpital de jour, il y avait des rencontres de parents, des réunions de parents qui étaient animées par un psy, et il y avait des entretiens avec le psychiatre de l'hôpital de jour. Mais un suivi au long cours de ces parents, c'est ce qui nous était apparu comme effectivement indispensable, et qui, pour les raisons que j'ai expliquées, la maladie de la mère et de la situation complexe de cette histoire familiale, n'a pas été possible. Mais c'est effectivement tout à fait un travail qui... J'ai insisté sur le fait que de psychothérapie, en plus en libéral, il faut absolument qu'elle se conjugue avec une prise en charge à l'extérieur, un psychiatre en libéral, une institution, enfin, des rendez-vous réguliers où on puisse s'en parler. Enfin, on ne peut pas travailler tout seul avec des enfants comme Alban et comme Célestine. On a besoin effectivement de travailler à plusieurs, et des fois même qu'il y ait des thérapeutes autres qui puissent permettre que quelque chose s'organise et se pense à plusieurs. Face à ce que je disais être par moments le vide de la pensée et le vide de l'élaboration, de pouvoir être plusieurs thérapeutes permet justement de contrebalancer et de pouvoir penser. Donc ça me semble effectivement, vous avez tout à fait raison, indispensable. Et cette ambivalence était très importante et n'était pas à ce moment-là travaillable. Je pense qu'elle le sera, mais elle n'était pas à ce moment-là travaillable du côté de la mère. Je reprends le micro pour autre chose. Une autre association a fait écho avec un sondage du ministère de la Santé qui dit que le taux de dépression chez les adolescents sourds est bien supérieur à celui des enfants entendants du même âge. Et je me dis que tout ça, ça se joue avant, bien entendu, surtout peut-être dans l'accompagnement à la parentalité, c'est-à-dire est-ce que le lien de communication n'a pas été rompu ? Est-ce que l'image que les parents ont de cet enfant sourd n'est pas faussée par le rêve de je ne sais quoi ? En tout cas, cette situation est grave. Et je pense que tous les CAMS et tous les CESAD et tous les... Enfin, il va falloir qu'à un moment donné, on réfléchisse sur comment faire pour que cette génération d'adolescents sourds qui se retrouvent dans des taux de suicide et de dépression graves, que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser une génération mourir pour ça, quoi. Voilà. Et moi, ça m'inquiète réellement là-dessus, parce que j'ai l'impression que les moyens, comme on disait avec monsieur, il n'y en a pas. Les moyens d'accompagnement, il n'y en a pas. L'accompagnement à la parentalité, il n'y en a pas. Ni chez les parents entendants d'enfants sourds, ni chez les parents sourds d'enfants entendants. Et parce que là aussi, il y a un gros travail à faire, énorme. Et du coup, les conséquences, ce sont les enfants, une fois à l'adolescence, qui sont dans qui implosent, quoi. Et ça serait bien d'éviter, en fait. Oui, il y a eu une journée Ramsès sur la dépression. Et il était question beaucoup des ados. Et ça avait été effectivement quelque chose d'important que... Oui, donc je relisais l'argument du colloque, je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y a une citation du professeur Golf, toujours lui, décidément, on le cite beaucoup, qui est assez étonnante, dans laquelle on peut d'ailleurs remplacer le bébé par le psychothérapeute.
C'est-à-dire que le psychothérapeute a besoin non pas de savoir, mais d'éprouver et de ressentir profondément que le langage de l'autre le touche et l'affecte. Et je trouve que dans vos interventions, on entend exactement cela. C'est-à-dire que vous êtes en position soit de bébé, par identification projective, soit de mère, et peut-être certainement aussi de père. Ne les laissons pas de côté, les pères sont très importants. Mais vous êtes dans cette position d'identification projective où l'enfant va pouvoir peu à peu accéder au symbolique, au signe et peut-être à la sémantique, c'est-à-dire à la langue. Hein. Il y avait une question tout le temps. Alors, excusez-moi, madame. Déjà, on a du mal avec le micro. De rajouter que ce qui est intéressant dans les 3 interventions, c'est autour de la question de la langue et comment cette écoute et le fait, comme disait Lacan, que vous soyez, enfin que le psychanalyste puisse être en position du miroir vide, permet à vos patients, enfin aux patients dont vous parlez, de réinventer leur langue. Et c'est ce qui se passe à chaque fois dans un travail clinique, de psychothérapie, et justement dans ce travail de subjectivation aussi. Et je trouve ça vraiment très, 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 très riche dans ce que vous décrivez, chacun de sa place. Mais vraiment de pouvoir réinventer sa langue. Et ça, c'est une expérience absolument... Attends, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Nathalie Makdessi, donc je suis psychologue et psychanalyste, et je travaille sur le pôle audition du CAMS Janine Lévy. Voilà. Donc, et dans le cadre de notre travail, on essaye de faire un maximum aussi dans l'accompagnement des parents, mais je rejoins aussi Madame sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de structure pour faire ce travail-là, malheureusement. Mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà, merci encore. Moi, donc Céline Dinck, je voulais rebondir sur ce que vous disiez ce matin du choix politique, Madame de Thor. Parce que finalement, on parle donc au travers du témoignage, enfin des commentaires de Monsieur Cajal sur finalement l'implant cochléaire, l'appropriation de l'enfant, ce qu'il ressent, comment il va s'exprimer. Il s'exprime au travers de dessins, d'après ce que j'ai compris. Et il va exprimer peut-être un mal-être ou une incompréhension, un problème de communication qu'il arrive finalement à établir avec vous. J'ai l'impression qu'au travers des jeux que vous mettez en place, etc., il y a une communication qui s'établit. Et pour en revenir à quelque chose de plus pragmatique et personnel, en tant que parent, finalement, on nous donne le choix entre il faut implanter votre enfant et en plus, il faut le faire vite, il faut le faire dans l'urgence. Et on ne nous parle toujours pas de la langue des signes. Donc, moi, ce qui me pose problème, et ce niveau politique, c'est qu'un implant cochléaire, ça a un coût. Je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais d'après l'audioprothésiste, qui est aussi régleur de l'audioprothésiste de Léo, c'est à peu près 150 000 euros. Donc, entre l'implant, l'opération, les réglages, voilà, la totalité. Des cours de LSF pour des parents, on s'est renseigné 3 000 euros. 3 000 euros, mais il faut aussi réussir à dégager 600 heures de son temps. Donc, être disponible pendant 6 mois. Comment dire à son employeur, aujourd'hui en France, bon, je m'absente pendant 6 mois, je vais apprendre la LSF. Certains employeurs sont un peu conciliants en disant, bon, ok, essaye de faire un CIF, mais alors pour obtenir les financements avec un CIF, c'est un peu compliqué, il faut le justifier, on ne peut pas dire juste, mon enfant est sourd, donc aujourd'hui j'ai besoin de communiquer avec lui et je veux apprendre la langue des signes, ou faire un financement personnel, faire des remboursements MDBH, enfin voilà. Donc finalement, ces choix politiques, c'est difficile pour les parents parce qu'on se dit, nous finalement, on n'a peut-être pas envie d'implant cochléaire pour notre enfant, voilà, pour X raisons. L'implant cochléaire est remboursé, mais la langue des signes, il n'y a rien qui est fait ou c'est compliqué. Enfin voilà, ça c'est mon avis personnel évidemment. Et vous avez peut-être une réponse à m'apporter. Je pense que je disais ce matin un peu rapidement, la langue c'est toujours politique. Oui, la langue c'est toujours politique. Les enjeux autour d'une langue sont toujours politiques. Entendez-moi, le mot politique,
c'est pas la politique politicienne dont je parle, ça peut en faire partie, mais c'est politique au sens où la langue, c'est un objet de pouvoir socialement. Et donc, il y a des langues qui sont valorisées et des langues qui ne le sont pas. Donc, on peut considérer que, puisque je parlais, moi, des familles qui arrivaient d'ailleurs, il y a des langues qui sont valorisées, d'autres qui ne le sont pas. Parler en français, c'est valorisé, c'est socialement dans notre pays valorisé. Je vais faire rapide, parler arabe, ça ne l'est pas. Et c'est bien pourquoi, dans toute l'éducation nationale, il y a 2 ou 3 agrégés d'arabe. 2 ou 3. Donc, il y a plusieurs niveaux de réflexion. Nous, à Ramsès, nous sommes un lieu de recherche et d'échange clinique. Mais il y en a un autre registre qui est celui des citoyens. Voilà. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse tout traiter ici. Ceci dit, la langue a ces 2 aspects, comme vous dites. Je voudrais rajouter quelque chose. Bon, on l'a déjà dit et beaucoup d'entre vous le savent, mais je crois que c'est un des rares domaines, la surdité, où on demande à des parents de faire des choix aussi fondamentaux et aussi rapides concernant leur enfant. Je veux dire, de savoir si plus tard on va mettre son enfant dans une école privée ou dans une école publique. On a le temps d'y réfléchir, de rencontrer des parents, de visiter les écoles. De choisir la langue que va apprendre son enfant. C'est souvent un choix qui est lié à quelle langue on parle, quelle langue on a aimé, quelle langue on n'a pas aimé. Mais bon, c'est aussi au niveau du collège, on a le temps. Et là, tout d'un coup, on demande à des parents qui viennent de devenir parents de faire un choix pour toute la vie de leur enfant. Et de se déterminer, comme vous dites, est-ce que c'est vraiment un choix ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut choisir en tant que parent ? Déjà, dans le témoignage que je trouve... Les témoignages de ce matin, j'ai trouvé très, très fort, parce qu'on montrait bien à quel point on vient juste de devenir parent, et que c'est ça qui nous occupe, qui nous interpelle, qui nous donne des rêveries, qui nous donne plein de projets, qui nous donne... Bon, et puis tout d'un coup, on vous dit, ben voilà, il y a des choix à faire. Un plan, pas un plan, oral, pas oral, langue des signes, et oral, bilinguisme, pas bilinguisme. C'est trop pour des parents. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on admette l'idée que les parents, ils ont besoin de temps. Et que aussi, qu'on fasse passer aux parents, parce que moi c'est ça que j'observe dans ma pratique, c'est que ces choix-là ne sont pas des choix définitifs comme on a pu le présenter ou le penser à un moment donné. Et que maintenant, moi, les parents que je rencontre, ce sont des parents qui ont été vers la langue des signes, après ils ont été vers l'implant, après ils sont revenus vers la langue des signes, après ils ont été vers l'intégration, après, parce que leur enfant leur demandait, ils ont été vers le milieu spécialisé. Alors ça peut paraître à certains moments du self-service, mais à d'autres moments, ça peut paraître des choix qui correspondent à des choix de vie et des choix concertés avec l'enfant et qui répondent aux besoins de l'enfant. Et je pense que c'est très important de ne pas avoir l'idée qu'il y a des choix à faire. C'est trop tôt. C'est trop pour des parents. Ça me semble important. Il y avait quelqu'un qui voulait... Avant, il y a 2 personnes. Juste un petit mot. Je veux bien enfin, l'enfant naît et J2, on est parents. Allons. Marie Grand. Donc Marie Grand, je suis orthophoniste au SAFEP de Bourg-en-Bresse, qui est rattaché à l'Institut des jeunes sourds de Bourg. Moi, j'ai une question. On a parlé de multilinguisme avec la langue des signes, de l'oral. Nous, on accueille là depuis 2 jours une famille qui est bilingue, mais langue des signes. Donc une maman turque signante et un papa français d'origine turque signant, mais qui lui signe en langue des signes française. La maman ne souhaite pas signer dans sa langue d'origine et souhaite signer en langue des signes française. On a eu déjà le cas de bilinguisme où les mamans qui étaient d'origine et qui parlaient une langue étrangère ne souhaitaient pas parler leur langue non plus à leur enfant. Voilà. On en fait quoi? Nous, on est convaincus qu'il faut le faire. Mais si elles ne veulent pas parler leur langue maternelle, comment on fait? Et puis dans le cas des doubles langues des signes, on dit aussi,
qu'elle signe en turc. Voilà, nous, c'est un cas nouveau. C'est une première pour nous, 2 langues des signes différentes. Alors nous, on a... Comment vous avez fait? Nous, on a la grande chance de travailler dans un centre qui s'appelle l'UTES, où viennent le tout venant, on va dire, donc parents sourds, enfants entendants, parents entendants, enfants sourds, parents de nationalités diverses et variées, y compris sourds de nationalités diverses et variées. Et alors on discute beaucoup aussi avec les interprètes, voyez-vous, parce que accueillir des parents qui ont une langue des signes russe, ça n'est pas possible pour tous les interprètes. Non, je veux dire, en même temps, ce qui est intéressant, il me semble, c'est pas, je sais pas comment dire ça, c'est pas tant le résultat, le choix, c'est pas nous qui allons choisir. Nous, on va expliquer nos possibilités et nos impossibilités. Après, on se retrouve dans une même situation que celle que je disais tout à l'heure. C'est comment on bricole. Quel est le but? Si le but, c'est de parler bien une langue, c'est raté. On ne peut pas, on n'a pas. C'est rare d'avoir quand même un interprète en langue des signes russe sous la main. Mais par contre, on peut essayer de trouver des biais avec les parents pour cheminer. Alors, même situation. Je peux juste dire un mot? Juste pour compléter, à l'Institut des jeunes sourds, à Saint-Jacques, on avait une assistante de consultation, une personne sourde qui s'appelait Jana, qui était d'origine tchèque, qui était une femme extraordinaire, qui est partie à la retraite. Mais pour elle, ça ne lui posait aucun problème. C'est-à-dire qu'elle avait fait des entretiens avec moi et une famille ukrainienne. Et il y avait un temps d'adaptation nécessaire pour elle. Elle discutait pendant un certain temps de comment elle disait ça, comment elle le disait en ukrainien, comment elle le disait en langue des signes ukrainienne, en langue des signes française. Et puis petit à petit, elle tricotait quelque chose avec l'autre. Elle se mettait d'accord sur des signes. Elle échangeait pour avoir un bagage commun. Et ensuite, on pouvait faire l'entretien ensemble. Et elle avait inventé une langue qui était une langue à mi-chemin entre la langue des signes française et la langue des signes ukrainienne, mais parce qu'elle avait elle-même, elle était émigrée. Elle était venue jeune adulte pour faire des études en France, et elle avait été dans une institution où elle avait appris la langue des signes tchèque. Et puis, c'est une femme remarquable, par ailleurs. Mais je pense qu'effectivement, ce tricotage, il peut aussi se faire avec des personnes sourdes, pas forcément avec des interprètes. Que des personnes sourdes, quand on en a, hein, et qu'elles ont cette compétence-là et cet intérêt pour la langue, elles peuvent apporter beaucoup de richesse de ce côté-là. Alors, j'ai un grave conflit parce qu'en même temps, le docteur Delaroche et Eduardo Plaza veulent prendre la parole. Donc, pour les départager, je vous conseillerais d'aller voir le film qui passe actuellement, qui s'appelle « Signé » de Nurit Aviv, qui raconte l'histoire des langues des signes en Israël, où on s'aperçoit, enfin moi, à titre personnel, je comprenais assez facilement la langue du centre du pays et pas l'israélien, l'ISL moderne. Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir ce film sur ces aspects-là qui sont extrêmement intéressants. Et je passe la parole aux deux qui se débrouilleront. T'as une pièce? Juste quelques mots. En parlant d'acculturation, dans 2 services, nous faisons ce que nous appelons des groupes d'accueil. Des groupes d'accueil de parents avec leurs enfants récemment diagnostiqués. Je trouve que pour nous, c'est une attitude plutôt sympathique, en ce sens que nous avons ce que nous appelons une attention prévenante. Et on dévance par notre expérience, à travers notre discours, toutes les choses possibles que les parents vont rencontrer. Et pendant toute une année, on prend le café 1 fois par semaine, on prend du thé, on discute avec les enfants. Et dans cette projection du temps à venir, on essaye d'éviter un écueil.
L'écueil, c'est que lorsque nous rencontrons une situation pour la première fois, Papa Freud disait, ça c'est l'angoisse automatique. C'est peut-être une injonction traumatisante qui nous tombe sur la tête et ça nous empêche d'élaborer. L'autre, c'est qu'en dévançant ces temps à venir, nous permettons aux parents d'être sachants de quelque chose que peut-être ils vont trouver. Il y a plein de possibles. Et là, Papa Freud va dire, ça c'est l'angoisse signal. Je rencontre cette chose-là, ça m'angoisse, mais on m'a déjà dit que. Et on évite cette histoire d'injonction traumatisante. On n'évite pas l'anxiété, l'angoisse, mais ça permet aux parents de déjà être dans une perspective d'élaboration psychique. Moi, je vous invite sincèrement, d'abord, à travailler sur la prévention. La prévention aussi, c'est un mode de travail psychothérapeutique. On n'attend pas que l'enfant ait des troubles psychiques pour les prendre en charge. On prend l'enfant lorsque les parents nous le demandent, parce qu'il ne dort pas, parce qu'il a un certain nombre de symptômes émergents, que nous pouvons très vite faire cesser au bénéfice d'une parole, au bénéfice d'une pensée. Mon dernier point concernant l'acculturation, parce que chaque fois que les parents viennent avec un enfant sourd, qu'il soit marocain, algérien, turc, russe, ukrainien, ils sont aussi comme les parents français qui ont un enfant sourd. C'est des parents qui sont obligés d'ajouter à leur existence de la nouveauté. Et ça, c'est l'acculturation. Ça fait parfois des conflits, mais c'est la nouveauté. Et je crois que je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon c'est trop long. Jean-Michel. Oui, c'est en partie ce que je voulais dire. Merci Didier. Ce film de Nurit Aviv, qui s'appelle Signé, je crois qu'on aurait tout à fait intérêt à le montrer à les parents. Hein, ça, pour la collecte de... Je pense qu'il sortira en vidéo dans pas longtemps. Bon, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que j'ai reçu récemment un enfant colombien dont la mère parlait colombien. Je ne suis pas du tout hispanophone. Cet enfant était présenté comme psychotique. En fait, à partir du moment où je me suis adressé à lui en langue des signes française, il m'a répondu en langue des signes colombienne. Il avait parfaitement compris ce que je lui disais et je comprenais parfaitement ce qu'il disait et il s'adaptait à moi. Alors que moi, je ne suis pas du tout hispanophone et la mère, je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Écoutez, comme je suis sensible, moi, à la communication analogique et que je vois divers mouvements dans la salle, est-ce qu'il y a... Je pense peut-être le moment de conclure est venu. Et pour moi, c'est assez facile. Vous savez, traditionnellement, le président vient à la fin pour dire c'était formidable, etc. Et là, c'est facile parce que, sincèrement, oui, je veux dire, d'abord, féliciter tous les participants, les intervenants, bien sûr, les participants dans ces conditions difficiles d'être venus, marquer votre intérêt pour la réflexion de Ramsès, qui essaye de faire dialoguer les uns les autres, pas toujours d'accord, avec des sensibilités différentes, mais je crois que c'est comme ça qu'on avance, en dialoguant, et pour ça, il faut se supporter un peu et échanger. C'est important. Féliciter aussi les intervenants pour la qualité de leurs propos. Donc, finalement, je suis assez content de moi. C'était assez facile. Je remercie aussi beaucoup les interprètes qui ont souffert pas mal dans des conditions techniques difficiles. Et je crois que nous avons bien travaillé avec les caméramans pour ne pas les oublier, bien sûr. Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre, colloque de Ramsès. À bientôt. Avec interprète.
Thank you.